tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va donc enchaîner sur les foires aux questions donc, de la chaîne. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur un petit point. Une explication en fait sur mes absences répétées et sur le délai que je mets parfois, c'est-à-dire souvent, à répondre à vos mails, à vos questions, à vos commentaires YouTube. Pour ceux et celles qui me suivent sur mon blog, déjà il n'y aura pas de surprise. Bon, je sais que vous ne me suivez pas tous sur mon blog, c'est pas un reproche, hein, bien au contraire. Vous me suivez où vous voulez, c'est déjà bien de me suivre ici, je vais pas en plus vous demander d'aller me suivre partout. Mais voilà, donc c'est une explication que j'ai donnée il y a quelques temps, que j'avais pas particulièrement envie de faire, mais que j'ai fait quand même. Donc je souffre d'une maladie chronique, incurable, qui n'est pas mortelle en soi, même si certains de ses effets secondaires auront probablement ma peau un jour, mais qui en tout cas impacte très lourdement ma qualité de vie. Donc j'ai des hauts, j'ai des bas. Et depuis cet été, j'ai beaucoup de bas. Donc c'est une maladie qui est dégénérative et qui par conséquent ne s'améliore pas avec le temps, bien au contraire, elle a plutôt tendance à se dégrader. Et cet été, il y a eu une combinaison de facteurs, parce qu'en plus je suis excessivement maladroite, donc j'ai réussi à me faire un claquage à l'épaule. Et donc mélangé avec tout ça, plus avec mon travail qui me laisse relativement peu de temps, c'est vrai que depuis cet été, j'ai été extrêmement irrégulière dans les réponses aux questions que vous m'avez posées, jusqu'à ne pas répondre du tout à certains et à certaines d'entre vous, non pas par mépris, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais bien parce que, voilà, parce que là j'ai pas le choix. La lumière est vraiment dégueulasse, je suis désolée. Et que voilà, je peux pas faire autrement que de prendre du temps pour moi et pas sur internet. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, je ne veux surtout pas, surtout ne me plaignez pas, j'ai horreur de ça, et puis c'est pas constructif, vous avez vos propres problèmes, plaignez-vous vous d'abord avant de me plaindre moi, enfin, voilà. C'est simplement pour que vous compreniez pourquoi je ne peux pas toujours être là pour vous, pourquoi je ne peux pas toujours répondre tout de suite aux messages. J'ai des personnes qui m'envoient des messages tous les jours pour que je réponde en disant qu'elle va répondre. Ça sert à rien si je ne vous réponds pas, c'est que je suis dans l'incapacité de le faire et pas que la question que vous m'avez posée ne m'intéresse pas. Si ce que vous m'avez posé ne m'intéresse pas, je vous le dirai. Même si je ne suis pas dans l'optique de juger les choses qui m'intéressent ou les choses qui ne m'intéressent pas. Mais en tout cas, si je suis incapable de trouver une réponse à la question, je vous le dirai. Donc c'est pas pour cette raison-là. C'est simplement pour que vous compreniez un petit peu le contexte dans lequel je suis. Alors 3 petites précisions supplémentaires sur cette maladie que j'ai, parce que pour anticiper en fait les questions que j'ai eues sur mon blog. Donc la première, c'est que non, ça se refile pas. Donc c'est pas un truc que j'ai attrapé en me faisant tatouer ou en allant batifoler avec un faune en forêt. C'est une maladie génétique, donc rien à voir là-dedans. Non, je ne vous dirai pas ce que c'est. Parce que ça ne regarde que moi, parce que ça n'apporterait rien, et parce que j'ai pas envie d'avoir sur le front l'étiquette voilà, cette nana est atteinte de. Déjà que quand on va chez le médecin et que la seule chose qu'il a à vous dire c'est ah merde, c'est con. Voilà, donc j'ai pas particulièrement envie qu'on me dise ça, d'autant. Alors, question supplémentaire, non, c'est pas l'endométriose. C'est un truc beaucoup moins à la mode que ça. Alors, non pas que je dise que c'est une maladie à la mode, l'endométriose, hein. J'ai des amis qui en souffrent, dont une amie très très proche, je sais ce que c'est que de souffrir de cette saloperie. Seulement c'est à la mode dans le sens où on se rend compte soudainement que plein de femmes en souffrent et qu'en fait c'était pas de l'hystérie liée à leurs règles, qu'elles avaient une vraie maladie. Oui, elles ont une vraie maladie. Merci de vous en apercevoir en 2016 quoi. 17, on est en 2017. Donc non, c'est pas l'endométriose. Et enfin, du coup je me souviens plus du dernier point que je voulais dire, donc on va en rester là.
Donc voilà pour ce petit point rapide là-dessus. Et on va donc enchaîner avec la FAQ. Donc il se trouve qu'en ce moment je me sens pas trop mal, donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos aujourd'hui que je posterai sans doute pas en même temps parce que le temps de chargement est très très long, donc vous risquez d'en voir plusieurs avec cette lumière dégueulasse, cet environnement là qui est un peu différent de l'environnement habituel. J'ai pas le choix, il me faut du moelleux en ce moment. Et donc avec les mêmes fringues, donc oui, il m'arrive de me changer et de me déplacer, hein, c'est juste que voilà, ce sera posté, enfin tourné le même jour et posté des jours différents. Donc une FAQ qui traîne depuis pas mal de temps, donc c'est la 6e de la chaîne si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Donc première question. Alors, question qui m'a été posée par Tristan, qui m'a dit « Développer des pouvoirs actifs tels que les visions, invoquer le vent, est-ce cela être sorcier ?» Oui et non. Alors, ce qu'on appelle des pouvoirs actifs, c'est un truc qui revient assez souvent dans les questions qu'on me pose, en particulier de la part de personnes jeunes. Je ne dis pas que les ados sont des débiles qui n'ont regardé que Charmed. D'ailleurs, les ados d'aujourd'hui n'ont pas regardé Charmed. Non, je dis simplement qu'on souffre d'une image en fait qui a été donnée par les films hollywoodiens et que forcément, quand on est jeune, on a moins lu et moins expérimenté que quand on est plus âgé, ce qui est tout à fait normal. Alors, les pouvoirs actifs, c'est bien, ça existe, certes. Les visions, ça existe. Invoquer le vent, ça existe, même si c'est des choses très rares. Seulement, on peut tout à fait être sorcier sans toutes ces choses-là, sans avoir de pouvoir ou de capacité particulière. Être sorcier, c'est avant tout un état d'esprit, un style de vie, bien avant d'être une démonstration de force active, de pouvoirs paranormaux, de mysticisme poussé jusqu'à un point visible. Donc on peut tout à fait être sorcier sans avoir manifesté aucun don. J'aime pas le mot don. Ça fait un peu genre à toi je t'ai donné des trucs mais aux autres non parce que c'est des cons. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont particulièrement doués pour certaines choses, je pense plutôt que ça vient des vies antérieures, personnellement, des capacités non pas qui nous sont données par une force qui vient du ciel, mais plutôt des choses qu'on a récupérées en fait d'anciennes vies. Quelqu'un qui va être particulièrement doué par le dessin a peut-être eu une vie antérieure où il était élève de Léonard de Vinci ou ce genre de choses. Vous voyez un petit peu ce genre de raisonnement-là. Donc je ne pense pas que ce soit des dons, je pense plutôt que ce sont des capacités. Je me trompe peut-être, hein. Ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas des choses qui nous sont intrinsèquement propres. Oh, le pléonasme. Et qu'on développe ou pas. Donc on peut très bien être sorcier sans avoir ce genre de manifestation-là. Bon, elles peuvent très bien apparaître par la pratique de la sorcellerie ou pas. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'avoir des visions ou d'avoir des dons de communication avec les animaux ou les plantes ou de sentir les pierres que vous ne pouvez pas être sorcier. Tout le monde peut être sorcier. Seulement, vous le serez à votre manière, différemment. Ce même Tristan m'a posé une question donc, qui découle directement de ce que je viens de dire, donc qui est comment se souvenir de ses vies antérieures et qu'en faire. Alors ça c'est intéressant, qu'en faire. Parce que beaucoup de gens s'intéressent, alors je vais me tortiller, hein, je vous préviens, parce que j'ai un peu mal partout. Voilà, donc beaucoup de gens me demandent comment se souvenir de ses vies antérieures. Dans une optique peut-être, je me rapproche un peu. Excusez-moi, ça va bouger aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Voilà. C'est bien joli de se rappeler de ses vies antérieures, mais effectivement, une fois qu'on s'en est rappelé, qu'en faire? J'en fais quoi de ça? Alors, les vies antérieures souffrent d'une image un peu trop bling-bling et positive. On s'imagine tous avoir eu des vies antérieures super chouettes, où on était grande prêtresse de bidule truc, où on était dans l'Égypte ancienne, etc. et que ça va être merveilleux. Attention, vous pouvez aussi avoir été bourreau, vous pouvez avoir été nazi, vous pouvez avoir souffert la mort pendant des tortures infligées parce qu'on vous appelait qualifié d'hérétique ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir été un assassin, vous pouvez avoir tué des bébés phoques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas
toujours très positif. Donc une vie antérieure, c'est chouette à découvrir parce que ça permet d'en apprendre pas mal sur soi. Attention, on peut apprendre des choses pas cool, des choses vraiment pas drôles, et là ça peut poser problème. J'ai notamment le cas d'une amie qui s'est découvert bourreau et qui prenait un immense plaisir à décapiter des gens, qui a été horrifiée de ça et qui s'est dit mon Dieu, je suis une personne abominable. Alors dans le cas où ça vous arrive, sachez que moi je crois personnellement qu'on choisit nos incarnations et nos réincarnations, que si vous êtes aujourd'hui dans la peau où vous êtes aujourd'hui, c'est pas par un caprice complètement arbitraire du destin, c'est parce que vous l'avez choisi. Alors ça peut être parce que vous n'avez pas fini quelque chose, ça peut être pour corriger quelque chose, ça peut être pour approfondir, ça peut être pour changer de vie, ça peut être pour changer d'optique, etc. Donc si vous avez été bourreau dans une autre vie, peut-être que cette vie-là est justement l'occasion de vous en racheter et d'essayer de voir un petit peu comment vous pouvez vivre avec ça, même si c'est pas évident. Et de voir un petit peu si vous pouvez faire de cette expérience profondément désagréable et négative quelque chose de positif pour votre avancement spirituel et personnel. Alors comment se souvenir de ces vies antérieures? Il y a beaucoup de moyens différents. Moi j'en ai pratiqué personnellement 2. Donc j'en ai pratiqué un par une méditation très profonde. Je suis pas la reine de la méditation, mais bon là j'avais fait un effort pour une fois. Donc une méditation qui a mené à une sorte de transe, si vous voulez, donc un genre de rêve éveillé qui était guidé. Ça m'a pris à peu près 3 heures, ce qui est quand même assez conséquent, il faut avoir le temps, et j'ai mis des jours à m'en remettre. Tout ça pour une petite bribe de trucs de rien du tout, je me suis vue marcher en tenant une cruche. Enfin, voilà, des choses vraiment ridicules. On a des rituels aussi qui passent par le rêve. Donc pour rêver de ses vies antérieures, j'ai moi-même écrit un rituel là-dessus que j'ai adapté de rituels que j'avais trouvés sur le net et sur les livres. Donc c'est un rituel que je fais à l'occasion de mes bonnes, à cause de toutes les légendes qui sont liées aux déesses qui descendent dans l'autre monde pour l'équinoxe d'automne. On pense à Perséphone, à Corée, Proserpine, hein, on pense à Inanna, on pense à toutes ces déesses-là qui ont justement entamé des descentes dans l'autre monde, puisque une vie antérieure, c'est jamais qu'une autre vie, donc c'est lié à une partie de vous morte, et par conséquent c'est une descente dans l'autre monde. Donc on peut lier ça, donc je ne le pratique qu'une fois par an. Et encore, je ne le pratique pas tous les ans systématiquement, parce que comme je vous l'ai dit, on peut des fois tomber sur des trucs pas très rigolos. Je ne suis pas tombée sur des phases de moi encore qui m'ont fait remettre en question qui j'étais. Par contre, j'ai douillé ma mère dans certaines vies. Et croyez-moi, on met un petit peu de temps pour s'en remettre. Donc je ne vous donnerai pas de moyens, c'est à vous de trouver votre chemin. C'est vraiment quelque chose de personnel, l'exploration des vies antérieures. Sachez que vous avez des gens, des magnétiseurs qui sont capables de réaliser des trames sur vous et de voir un petit peu ce que... Alors attention aux charlatans, parce qu'il y en a. Voyez un petit peu les avis d'autres personnes qui les ont consultés avant de vous y jeter, qui peuvent vous dire, en tout cas, comment vous êtes mort dans d'autres vies. Ne courez pas après vos vies antérieures. Essayez d'abord de vivre la vie que vous vivez maintenant. Ça peut aider à comprendre certaines choses, notamment des phobies. Moi, j'ai une phobie liée à tout ce qui est près du cou. D'ailleurs, cette robe-là, elle est limite. Je ne supporte pas tout ce qui colle à mon cou. Donc les colliers serrés, les cols roulés, les écharpes trop étroites, même ma couette qui est... Tout ça parce que j'ai été pendue, tout simplement. Donc voilà, on trouve des explications à certaines phobies étranges. Donc ça peut aider à dénouer des choses. Attention à pas tomber justement dans le trop plein et à vouloir trop savoir qui on était avant. Si on l'a oublié, c'est aussi pour une bonne raison. C'est aussi pour retomber dans l'idée de l'être en quête de soi. Et si on a tout clé en main, la quête perd un peu de son sens. Donc une question suivante, très différente, qui m'a été posée par Amélie. Pourquoi mon chat dort-il toujours au centre de mon hôtel?
Alors outre le fait que les chats adorent dormir dans des endroits extrêmement particuliers, moi j'ai connu un chat qui dormait sur une télé à écran plat, donc avec les pattes qui pendaient de chaque côté. C'était très sympa pour regarder la télé, donc on avait une moitié de chat qui pendait devant l'écran. Il est possible, je dis bien possible, que ton chat soit un familier. Les familiers sont des animaux, on en avait déjà, je sais pas si j'avais fait une vidéo sur le sujet que j'ai jamais postée parce que je l'ai trouvé trop polémique. Les familiers donc sont des esprits souvent incarnés sous la forme d'animaux. D'ailleurs j'ai ma poule qui chante dehors, c'est assez rigolo. Francesca, ta gueule. Et du coup, ces esprits animaux peuvent sentir les points de pouvoir et aller s'y coucher. Alors ton chat n'est peut-être pas un familier, il faut savoir que les chats ont un grand ressenti des points de pouvoir aussi. Ton chat ressent peut-être tout simplement que ton hôtel est un point sur lequel tu concentres le pouvoir, sur lequel tu pratiques la magie. Les chats sont très sensibles aux énergies. Peut-être que le fait que ton chat dorme sur cet hôtel montre qu'il aime s'entourer d'énergie comme d'un cocon protecteur, un petit peu comme quand on trace un triple cercle. Donc avant d'aller chercher et de dire « Oh, mon chat est un familier », guette d'autres signes. Si ton chat veut toujours être à côté de toi quand tu fais de la divination ou quand tu pratiques la magie, s'il cesse de te voir quand tu es dans un cercle, ou si au contraire il veut absolument être dans le cercle avec toi et refuse d'en sortir, si c'est un animal qui est particulièrement proche de ta pratique, il y a de fortes chances que ce soit un familier. S'il ne fait que dormir sur ton hôtel, c'est sûrement parce qu'il ressent les énergies de ton hôtel et que ça lui plaît tout simplement. On sait que les chats peuvent voir les esprits notamment, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui serait une explication. Ou alors il y a peut-être un truc sur ton hôtel qui sent bon et qui l'attire, puisque les chats sont très très sensibles aux odeurs. Voilà pour la réponse, enfin les réponses possibles à ta question. Grégory m'a demandé comment tracer un cercle autour de son hôtel s'il est contre un mur. Alors Grégory, sache que je suis particulièrement concernée par ta question parce que comme tu peux le constater, mon hôtel est lui-même contre un mur. Alors il se trouve que tracer un cercle, même si moi j'ai mis pas mal de temps à le comprendre, ce n'est pas tracer un cercle, c'est tracer une sphère. Donc c'est-à-dire que quand vous tracez un cercle au sol, en fait vous tracez pas juste un cercle au sol, vous tracez une sphère qui va vous envelopper. Ça tombe bien, je suis super bien placée, j'ai un globe derrière moi. Dites-vous que votre cercle c'est l'équateur en fait. Donc vous avez cette ligne-là, vous tracez ça, et autour de ça, vous allez avoir le globe qui va se développer au-dessus de vous et en dessous de vous. Seulement s'il se développe en dessous de vous, c'est complètement idiot puisque vous pratiquez sur le plancher. Oui, mais le cercle, il s'en fout de la matérialité. Le cercle, il traverse votre plancher et il va englober jusqu'à une partie de la pièce en bas. D'ailleurs, j'avais remarqué, moi, quand je pratiquais en appartement, que le chien de mon voisin du dessous, j'avais un voisin aveugle qui habitait en dessous avec un labrador, le chien en dessous se mettait à hurler à la mort à chaque fois que je traçais un cercle et qu'il était dans l'appartement, probablement parce qu'il sentait la boule qui traversait le plancher. Encore une fois, les animaux sentent beaucoup de choses. Par conséquent, pour tracer un cercle autour de ton hôtel alors que tu es contre un mur, c'est très simple, tu traces tout simplement un demi-cercle qui part du mur jusqu'à l'opposé et tu le prolonges mentalement pour qu'il englobe ton hôtel et que ton hôtel en soit le centre et tu crées ta sphère d'énergie comme ça. Pas besoin de le tracer entièrement avec le doigt. En fait, techniquement, en tracer un simple tronçon suffit largement. Donc, ça englobera une partie de ce qu'il y a derrière le mur, évidemment, de ton hôtel. Donc attention, si c'est la maison voisine, je te conseille de faire en sorte que les gens ne soient pas là quand tu pratiques. C'est contraignant, mais bon, vivre en appartement et voilà, vivre en communauté, c'est contraignant. Si c'est à l'extérieur, comme c'est mon cas, du coup, ça pose absolument pas de problème. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'on est dans une bulle et que cette bulle traverse la matière. Donc pas de problème si ton hôtel est contre le mur. Tu ne pourras pas tourner autour, certes, mais tu pourras au moins projeter un cercle autour de lui mentalement, sans aucun souci. Céline m'a posé une question. Qu'est-ce que les runes sorcières? Alors les runes sorcières, c'est un mode de divination qui New Age qui a été... Alors je ne sais plus. Je crois que c'est Dorine Virtue ou Dorine Valiant. Je crois que c'est Dorine Valiant qui les a inventés. Alors je vous dis ça... c'est quelque chose de très récent.
Donc en fait c'est une suite je crois qu'il y en a 8, de 8 symboles, donc que l'on pyrographe, que l'on dessine, que l'on grave sur des rondelles de bois, sur des cailloux, etc. Et qui, comme les runes, sont utilisées en divination. Alors, les runes sorcières sont une invention relativement simplifiée en fait du système runique. Ça n'a rien à voir avec les runes du Futhark, hein, évidemment. C'est très récent, donc évidemment il n'y a pas du tout de rapport. Elles ont des symboles donc très divers. On a un soleil, on a une lune, on a un épi de blé, une croix, une flèche, etc. Chacun de ces symboles a une signification et donc on les jette et on observe la signification qui retombe. C'est un système très sympa qui a le mérite d'être très simple parce qu'il a peu d'éléments, qui donne des réponses qui sont souvent assez pointues, assez pertinentes. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins que les runes Futhark parce que ça, c'est vraiment mon médium favori, mais que j'utilise quand même de temps en temps et c'est vraiment intéressant. Donc ça se trouve, c'est pas la peine forcément d'aller chercher des runes très loin, on en trouve facilement sur les commerces Etsy, etc. Moi j'en fais quelques-unes sur les fêtes médiévales. C'est un système qui s'apprend vite. Donc quand on débute, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec les runes Futhark qui sont quand même assez complexes, on peut très bien commencer par ça. C'est un moyen de divination tout à fait sympa, abordable, et on peut même les fabriquer soi-même. Donc c'est plutôt cool. Catherine m'a posé enfin pour terminer 2 questions sur les pierres. Donc je vais terminer par ça. Première question, la taille des pierres est-elle importante en lithothérapie? Oui et non. Encore une fois. Oui, parce que selon la taille de ton cristal, la manipulation va être totalement différente. Et non, parce que chaque pierre possède en elle le potentiel de la pierre entière. Il faut savoir que chaque pierre que vous avez chez vous, même la plus grosse, reste un petit bout. C'est un fragment d'un tout beaucoup plus important, la terre. Donc, chaque morceau d'améthyste que vous avez, même très très gros, était forcément le fragment d'une partie beaucoup plus grosse, même une géode. Hein. Une géode, elle fait partie d'un ensemble de géodes. C'est pas qu'elle est une entité unique. Donc, dans ce sens-là, chaque fragment possède la puissance du tout. C'est-à-dire que même dans un petit morceau d'améthyste, vous avez autant de pouvoir que dans un gros morceau d'améthyste, puisque si on suit le principe herméneutique de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et vice versa, si tu comprends cette réplique, je t'aime. On se retrouve donc dans une question d'analogie. Et là, du coup, la taille de la pierre n'a aucune importance. En revanche, selon les soins que tu veux faire, oui, la taille de la pierre a de l'importance. Parce que si c'est une pierre que tu veux porter sur toi, bah vaut mieux qu'elle soit petite. Parce que si tu veux porter une géode d'améthyste autour de ton cou, tu risques de te retrouver avec des problèmes cervicaux assez importants. Donc là, effectivement, oui, la taille de la pierre peut avoir de l'importance. Si c'est quelque chose qu'on tient dans les mains, il vaut mieux que ce soit adapté à la taille de la paume. Si en revanche, c'est des choses qu'on dispose sur le corps et qu'on veut lier avec les organes, ça peut être pas mal justement que la pierre ait les dimensions de l'organe en question. Mais ça, c'est vraiment dans un aspect purement pratique et pas dans un aspect énergétique. Énergétiquement, une petite pierre aura autant de pouvoir qu'une grande, elle s'épuisera, cela dit, beaucoup plus vite, donc il faudra la recharger, la nettoyer plus souvent qu'une grosse, mais globalement, niveau pouvoir, ce sera kiff-kiff bourricot. Et enfin, on m'a posé la question, comment programmer une pierre? Alors, on entend souvent parler de purification et de recharge d'une pierre, on entend plus rarement parler de la programmation, mais c'est pourtant quelque chose qui existe, Catherine, tu as raison. On peut programmer une pierre pour un but particulier, c'est-à-dire choisir parmi les propriétés de la pierre quelle est la propriété que l'on veut exploiter et si on veut lui donner ce but particulier. Par exemple, si on l'utilise pour un charme. Admettons que vous ayez un grenat, donc le grenat a pas mal de particularités. Vous voulez l'utiliser dans un charme pour l'amour. On va parler de la préoccupation numéro 1, surtout au mois de février, n'est-ce pas? Donc, programmer cette pierre-là va vous demander un travail supplémentaire parce que toutes les autres propriétés en gros du grenat, vous vous en foutez royalement pour ce cas précis.
Pour programmer une pierre, en fait, on procède exactement comme pour la consécration d'un objet, c'est-à-dire qu'on va la présenter. Alors, si vous suivez la tradition traditionnaliste, on va la présenter aux 4 éléments en disant en quoi on désire la programmer. C'est-à-dire que je vais présenter mon grenat à la terre, je vais dire voilà, élémentaire, fais de ce grenat une pierre d'amour. Je vais la plonger dans l'eau. Élément eau, fais de ce grenat une pierre d'amour dans l'encens pour l'air, au-dessus de la flamme pour le feu, etc. etc. L'idée, c'est de consacrer en fait votre pierre pour un usage précis. Même chose en thérapeutique d'ailleurs, si vous voulez utiliser une pierre uniquement pour soigner un type de mal, par exemple, moi j'ai une malachite particulière que je n'utilise que pour mes douleurs menstruelles. Vous devriez essayer les filles parce que c'est vraiment... C'est vraiment utile. Donc je l'ai consacré de cette façon-là. J'ai dit toi, tu ne me serviras que pour ça, que pour absorber les douleurs menstruelles. Ça renforce le pouvoir de la pierre. Après, le problème, c'est qu'une fois que cette pierre elle est programmée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour autre chose. Donc réfléchissez-y, vous serez obligé d'exécrer cette pierre, donc de la remettre à zéro. Donc c'est un processus assez long qui passe notamment par une très grosse purification. Vous allez l'enterrer dans la terre pendant au moins 9 jours, puis la renettoyer pour remettre ses énergies à zéro. Et elle peut y laisser des plumes dans l'histoire. Moi j'ai un grenat que j'avais utilisé comme ça, et qui du coup à la fin du charme est mort parce que voilà, il avait rempli sa fonction, je l'avais programmé pour ça, pour un but particulier dans un charme, il a accompli son but, le charme a fonctionné et du coup mon grenat était terne et noir comme un bout de charbon quand je l'ai sorti du sachet pour justement l'exécrer. Donc pensez à ça quand vous devez programmer une pierre, c'est qu'en gros vous allez la programmer quasi exclusivement pour ça. Voilà pour cette foire aux questions numéro 6. Comme d'habitude, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous via les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre dans la mesure du possible. Si vous avez des expériences liées aux questions qui sont posées, n'hésitez pas à les faire partager. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye!